Action! On rentre Raphaël dans le cadre. Voilà. Merci messieurs, fini pour aujourd'hui. Donc on va réfléchir ensemble quelles images on pourrait associer en fait. Donc on va vous donner des images, tout simplement, et par petits groupes, vous allez devoir nous faire ça, c'est-à-dire une image d'Aulnay d'un côté, une image de Paris de l'autre. On va demander à chaque groupe de passer devant les autres et de justifier ce que vous avez fait. Alors ça aussi c'est une photo de l'Institut du monde arabe. C'est à l'entrée en fait on voit ça. Et le cercle, et bon, ça nous a fait penser à le rond d'une machine. Voilà, bienvenue. Il me semble que ce film est une introduction assez formidable à cette matinée d'échange, parce que pour le coup, nous voilà plongés, et c'est peut-être la première fois, dans l'intime d'un processus de création. Le temps est un peu suspendu, ce n'était pas le cas hier. Et il me semble que ce que nous avons beaucoup vu, ce sont des regards,
des regards qui à la fois servent à lire le monde ou l'image, et des regards qui servent aussi à créer. On voit ces enfants ou ces jeunes dans la posture de créateur. Et il me semble que à travers la question de l'image, on va pouvoir revenir sur cette question de qu'est-ce que c'est que l'expérience esthétique ou artistique. Heureusement, le bal, nous savons ce que c'est parce que le film l'a dit, mais je vais quand même vous présenter avant de vous donner la parole. Vous êtes donc Diane Dufour, directrice de cette institution, mais antérieurement, vous avez été directrice de Magnum Photo pendant 6 ans. Vous avez été commissaire de nombreuses expositions. Vous êtes donc une grande spécialiste du monde de l'image. En 2010, vous avez donc créé le bal avec Raymond Depardon, dont on a lu une citation, et vous co-dirigez avec Christine Vidal cette fabrique du regard, le terme est magnifique, plateforme pédagogique du bal. Et vous menez un travail dont je ne vais pas répéter ce que vous faites, mais je voudrais dire que en outre, vous dirigez une collection qui s'intitule Les Carnets du bal et qui explore avec des interventions d'artistes, d'historiens, d'anthropologues les enjeux de notre civilisation de l'image. Donc vous êtes une formidable interlocutrice pour ce qui est de la question de l'image. Alors je vous cède la parole, vous avez sûrement des tas de choses à nous dire, et puis je demanderai à Alain Clerland, que je présenterai dans la foulée, de bien vouloir dire ce qu'il a à dire lui aussi à propos de l'image. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir invités. Il faut parler plus près du micro. Si vous voulez, moi, je suis une enfant du XXe siècle qui, peut-être malgré elle, a été autant l'enfant de Duchamp, hein, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, que de Ben Laden, bien malgré moi, mais malgré nous, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de quelqu'un qui a conçu un événement pour sa capacité à dialoguer avec notre imaginaire, les tours qui s'effondrent, et puis aussi pour sa vision que des millions de gens, il suffisait quelque part de créer cet événement pour que des millions de gens deviennent des regardeurs, des citoyens actifs de propagation de son image, de son événement. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui a, puisque vous parlez de parcours, qui moi, est mon parcours. C'est quelque part, ces deux bornes. Donc, effectivement, j'ai créé un lieu avec Raymond Depardon et avec toute une équipe, donc Christine Vidal qui est là et qui participait aux ateliers hier. Alors, peut-être un petit peu différemment des grandes institutions dont nous sommes entourés aujourd'hui, le bal est un lieu tout petit. Hein. J'avais vraiment cette idée, après avoir dirigé Magnum, qui est une immense coopérative internationale, 60 photographes dans le monde entier, etc., de créer quelque chose de petit, un small is beautiful, mais de très, très pointu, actif, exigeant, quelque chose j'adore cette expression anglaise que vous avez citée, un anglais tout à l'heure, to the bone, hein, qui est vraiment quelque chose qui va jusqu'à l'os de ce qu'on peut penser de l'image. Et donc on a créé ce lieu dans une ancienne salle de bal, d'où son nom, qui était un bastringue dans les années folles et qui après est devenu le plus grand PMU de France. Et donc c'est un lieu qui avait une histoire comme ça très chargée. Nous l'avons rénové grâce à un certain nombre de partenaires publics, privés. La liste est assez longue et ce sont des gens qui ont été plus que des partenaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont cru à un moment qu'on pouvait transformer une espèce de cloaque du 18e arrondissement dans une impasse inondée et insalubre en un lieu pour penser l'image, un peu un lieu, comme je le dis avec un peu d'ironie, Noam Chomsky, c'est-à-dire un lieu pour penser le rôle de l'image dans notre société. Et qui nous ont donc accompagnés, financés, inspirés, motivés, soutenus, etc. Donc le lieu a ouvert en 2010 et dès le départ, si vous voulez, dans le projet du bal, il y a l'idée d'exposer. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas le bal, à venir. Nous sommes devenus en 5 ans, puisque le bal va fêter ses 5 ans en 2015, un des, je dis comme ça, voilà, c'est pas... Ça a l'air prétentieux, mais je pense que c'est la réalité, un lieu de référence pour la photographie, bien que nous n'exposons pas que de la photographie ou des photographes, mais aussi la vidéo, le cinéma, donc un lieu pour l'image contemporaine. Et nous faisons des coproductions avec des grands musées dans le monde pour montrer Mark Lewis, pour montrer Chris Kelly, Paul Graham, pour montrer voilà, les créateurs d'aujourd'hui, jeunes, talents ou confirmés, qui nous paraissent intéressants. Le lieu est aussi un lieu de réflexion.
Vous avez évoqué la collection Les Carnets du Bal, parce que l'image n'est pas assez pensée. Donc c'est quelque chose qui nous a paru important. À l'invitation de l'École des hautes études en sciences sociales, nous menons un séminaire de réflexion tous les ans qui fait l'objet d'une publication. Donc nous avons travaillé successivement sur les images manquantes. On dit que tout est filmé, tout est photographié, la vie publique, la vie privée. Quelles sont les images qui aujourd'hui nous manquent? C'était l'objet d'un des débats. L'année dernière, nous avons travaillé sur la persistance des images, puisque nous sommes dans un flux, presque un vomi d'images constant, avec quelques perles d'émerveillement de temps en temps. Voilà, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait qu'une image va rester, malgré tout, va résister peut-être dans sa durée? Et puis cette année, c'est lundi et mardi prochain, donc vous voyez, nous allons travailler sur l'idée du dispositif, c'est-à-dire avant l'image, qu'est-ce qui se passe quand on conçoit quelque chose avant l'image. Donc nous sommes aussi un lieu de théorie pour penser l'image dans notre société. Et puis nous sommes, et tout ça à part égale, je pense que c'est ça qui est très important, nous sommes un lieu de pédagogie, c'est-à-dire dès même avant la création du bal, puisque les travaux du bal ont connu quelques retards et soucis, nous avons lancé la Fabrique du Regard, qui n'est pas donc une activité pédagogique en plus de notre activité principale, c'est vraiment presque notre activité principale, la Fabrique du Regard, et nous avons d'emblée pensé qu'il fallait apprendre aux jeunes à lire des images. Donc nous ne formons pas des photographes, des cinéastes et des vidéastes, vous avez des écoles fabuleuses en France qui font ça, et c'était absolument pas la peine de créer une petite FEMIS ou une petite école d'art, mais nous formons des regardeurs, c'est-à-dire nous formons des gens à regarder aussi bien un Jeff Hall qu'une image sur Twitter, qu'une décapitation de l'État islamiste qui va être censurée, que leur selfie sur Facebook pour interroger leur validité ou leur légitimité, etc., qu'une campagne publicitaire dans la rue. Donc il y a vraiment cette idée que regarder une image, c'est développer un regard critique. Et c'est d'autant plus important que vous le savez, je pense que c'est évident, tout le monde le sait, nous tous sur la planète, nous créons à peu près 1000 milliards d'images par an et 3000 images par seconde sont updatées sur Facebook. Donc c'est-à-dire que cette image, l'image, c'est à la fois quelque chose qui nous offre le monde, qui nous permet de comprendre le monde, de nous inscrire dans ce monde, d'avoir une conscience du monde, de l'autre, mais aussi c'est quelque chose qui brouille. C'est un voile d'opacité, voire de propagande, voire de quelque chose qui délibérément crée du trouble. Alors évidemment, c'est très important, c'est très compliqué. C'est parce que nous essayons d'aller dans des quartiers où les jeunes n'ont pas de pratique ou très peu de pratiques culturelles. Pour vous donner un exemple, ce qui m'avait beaucoup frappé quand on a créé il y a 7 ans la Fabrique du Regard, 2 ans avant le bal, c'est que les jeunes lycéens avec lesquels nous avons commencé à travailler, en gros, à 17-18 ans, les 2/3 des enfants, parce que nous travaillons... Le bal, je fais un petit retour en arrière, le bal est placé dans le nord de Paris, qui est un peu déshérité, bien sûr, et aussi déshérité d'un point de vue des arts plastiques. On est un peu dans un no man's land entre le 9e, le 18e et le 17e, mais aussi au-delà du périphérique. Et donc nous travaillons beaucoup avec les 130 établissements scolaires qui sont dans ce nord de Paris, et nous allons jusqu'à Nemours, à 1h30 de Paris. Donc on travaille beaucoup, évidemment, en banlieue, au-delà du périphérique. Et donc... ces jeunes au-delà du périphérique, qu'ils soient à un quart d'heure ou à 1h30 de Paris, à 18 ans, en gros, ils ne sont jamais venus à Paris. Les 2/3 ne sont jamais venus à Paris. Alors, si vous voulez, en soi, venir à Paris et aide pas à réussir sa vie, c'est pas ça le sujet. Mais ça veut dire qu'il y a, vous avez parlé d'autocensure, etc. Il y a vraiment ce phénomène quand même à déminer, qui est plus peut-être quelque chose en termes de qu'est-ce qu'il m'est possible de faire. Voilà. Pourquoi suis-je là et en quoi moi, habitant de Maisons-Alfort, de Clichy-sous-Bois, en quoi je vais pouvoir trouver ma place dans ce monde et penser ce monde pour y trouver ma place. Et si vous voulez, c'est pas du tout, c'est pas du tout acquis, et ça nous a paru d'autant moins acquis qu'en créant des programmes. Donc on a créé 5 programmes, on travaille avec 2000 jeunes par an, on a formé 14 000 jeunes. Vous l'avez lu en 7 ans, on travaille avec 50 artistes. Toute cette durée, toute cette expérience cumulée nous a... peu à peu, le précipice s'est ouvert. C'est-à-dire que aussi la dégradation de l'économie, la dégradation des liens sociaux, etc., fait que c'est devenu presque un vertige, si vous voulez, d'essayer de, malgré tout, arrimer ces jeunes à
une histoire commune, la nôtre, et un territoire commun, le nôtre. Donc ça, c'est la fameuse phrase d'Agamben qui paraît un peu... voilà, mais de qui et de quoi sommes-nous les contemporains ? De faire que ces jeunes se posent cette question-là. De quoi suis-je le contemporain ? D'abord de moi-même, bien sûr, mais des autres. Et qu'est-ce que je peux en faire de ça ? Comment je peux m'y inscrire ? Est-ce que j'ai confiance pour m'y inscrire ? Est-ce que je peux trouver une toute petite brèche qui va faire que je peux m'y inscrire ? Alors voilà, donc c'est ça l'histoire du bal, c'est ça l'histoire de la fabrique de regard. Vous avez vu là quelques ateliers, on emmène énormément par an. C'est toujours une histoire d'alchimie entre un artiste, photographe, cinéaste, vidéaste, mais aussi graphiste, mais aussi architecte, mais aussi toutes ces professions magnifiques qui travaillent avec l'image, iconographes, etc., et qui viennent faire des choses, créer, réfléchir avec les jeunes. Et souvent, d'ailleurs, à leur plus grande surprise, sont à la fois désarmés, parfois, par le comportement des jeunes. C'est vrai qu'on travaille avec, parfois, dans des situations difficiles, des jeunes en décrochage scolaire. Je me souviens d'un artiste qui dit « Mais tu sais, j'ai du mal, ils ne sont pas assis dans la classe, ils ne restent pas assis, ils circulent dans la classe. » C'est difficile d'apprendre à quelqu'un qui n'a pas aussi peu de concentration. Et à la fois, ils sont souvent émerveillés juste par ces diamants bruts que sont les regards des jeunes, parce que tout d'un coup, les jeunes vont, parce qu'ils n'ont pas ce formatage que nous avons reçu, qui est cette espèce d'histoire linéaire qui va des Égyptiens, des Romains, de la Grèce antique à Claude Kofsky ou à Jeff Koons, mais ils n'ont pas ça, et du coup, ils font des raccourcis qui sont des perles éblouissantes de conscience et de sensibilité. Et les artistes, ils sont très sensibles. Donc nous formons aussi une génération d'artistes à être des médiateurs, à intervenir, à avoir ceux qui ont envie, parce que tous les artistes n'ont pas envie de travailler avec les jeunes, mais ceux qui ont envie d'essayer de les impliquer. Et puis la question de l'essaimage, de l'évaluation, c'est pour nous, très concrètement, ça a été une question de... puisqu'on n'avait aucune envie et aucune possibilité d'ailleurs dans le monde. Avoir créé le bal, si vous voulez, en 2010, post-crise de 2008, c'était une utopie totale. Ça l'est encore, le fait qu'on soit encore là est un pur miracle, et je suis très reconnaissante à tous ceux dont la Fondation Total, bien sûr, font que ce miracle peut exister. Mais évidemment, c'est quelque chose d'improbable. Nous ne sommes pas un lieu vraiment public. Les murs appartiennent à la ville de Paris et nous avons beaucoup de partenariats publics, dont le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, la région, etc. Donc voilà, qui sont bien sûr là, mais nous ne sommes pas un lieu de la mairie, de la région, de l'État. Nous ne sommes pas un lieu vraiment privé, nous sommes une association à but non lucratif, mais nous avons des partenaires privés très présents, bien sûr, qui nous aident depuis le début, y compris des individuels. Donc, si vous voulez, c'est un institut petit, hybride, improbable, très politique dans le sens de réflexion sur le vivre ensemble, et qui a bien conscience que tout ça est très vulnérable, fragile, et qui essaye de faire quelque chose au mieux pour que quelque chose se passe un moment dans l'esprit de quelques jeunes. Donc, je voulais parler de l'essaimage parce que dans cette philosophie, si vous voulez, du bal, un peu d'être à la marge, un peu la nouvelle frontière de Kennedy, on s'était dit, comment essaimer ? On ne va pas créer, on ne va pas aller à Montpellier, il y a des gens qui font très bien ça, il y a eu à Lille, on ne va pas aller à Strasbourg. Et donc, on va essayer de profiter de toute cette expérience cumulée, de tous ces ateliers, de toute cette pratique, de tous ces artistes, de tous ces professionnels, de tous ces enseignants à nos côtés qui se sont engagés, qui ont vraiment essayé de modeler des choses sur le terrain pour faire une plateforme qui est la plateforme de la plateforme, mais une plateforme numérique qui est en train de naître, qu'on est en train de créer, qui est quelque chose qui est une nouvelle aventure pour le bal, avec l'exigence du bal, avec la créativité du bal, avec le sens que nous voulons donner aux choses, et essayer de faire un outil qui soit mis à disposition de tous. Donc voilà, je ne peux pas tellement vous en dire plus. On est vraiment en ce moment les mains dans le cambouis pour créer, non pas un énième site, parce que ça n'a aucun intérêt, mais vraiment quelque chose de plus expérimental et j'allais dire de plus fondamental. Et puis pour finir, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est que donc, vous avez compris que j'ai dirigé Magnum pendant longtemps, que c'est cette coopérative d'artistes, de photographes qui en gros, a réuni la plus belle collection d'images du XXe siècle depuis Capa, depuis la guerre d'Espagne de Capa jusqu'à encore aujourd'hui, bien sûr. Des millions d'images qui fondent notre conscience des événements du XXe siècle.
Et justement, il y a une des plus belles anecdotes pour moi de la Fabrique du Regard, mais qui est bien au-delà de l'anecdote, c'est qu'un jeune de la première année de la Fabrique du Regard, qui s'appelle Alban, de Mantes-la-Jolie, est venu me voir quand j'avais déjà ouvert le bal, et il m'a dit « Diane, tu sais qu'il faut que tu nous gardes un créneau d'exposition au bal. » Je dis « Bon, très bien, super, très bien, alors qu'est-ce que tu vas exposer ?» Ah non, je ne peux pas te dire ce que je vais exposer, mais je veux juste te dire que là, avec mon copain un tel et mon copain un tel, on vient de créer le Magnum des banlieues. Je dis, ah bon, ça c'est génial, le Magnum des banlieues, mais qu'est-ce que c'est exactement? J'en ai marre, on en a marre tous de ces représentations de la banlieue, ces photographes, ces journalistes qui débarquent, ces sociologues qui disent... Voilà ce que c'est qu'un jeune de banlieue, ce que c'est que Mantes-la-Jolie, ce que sont que les barres d'immeubles. Et donc nous, on va conquérir notre espace de liberté et d'affirmation, et on va faire des photographies avec du texte, et on va dire voilà ce que c'est. On sera une coopérative comme Magnum. Ouais, ça c'est très beau parce qu'il suffit d'une. Voilà, alors, ça n'arrive pas tous les jours, mais ils l'ont fait. Mais voilà, ils essayent de se battre pour que ça existe. Ils restent, voilà, ils essaient de mettre en œuvre ce rêve, qui était le rêve des photographes de Magnum en 1947 quand ils ont créé l'agence, Capa, Cartier-Bresson, Roger et Seymour. Et donc voilà, c'est des choses comme ça, si vous voulez, c'est des îlots de résistance. Je ne sais pas si, peut-être que si vous voulez, pour anticiper votre question sur qu'est-ce qui est un peu compliqué dans ma position de créatrice du bal et de femme d'image qui voit ce monde d'image voilà, changer à l'allure grand V. Et quelqu'un qui est passé, si vous voulez, quand je suis entrée à Magnum en 89, j'ai vu les photos de Tiananmen arriver, je conclue, les photos de Tiananmen arriver dans des boîtes de thé. Hein, le photographe avait sorti le petit bonhomme devant les chars, son film dans une boîte de thé, puisque évidemment tout avait été censuré par l'armée. Donc j'ai vu la physicalité d'une image et sa fragilité, la fragilité d'une image qui va être une des icônes du XXe siècle, comment elle parvient jusqu'à nous. Et puis, à l'autre bout du spectre, je vois aussi aujourd'hui des photographes professionnels d'une agence filaire que je ne citerai pas, dire non, on ne va pas aller couvrir cet événement avec notre appareil photo, on va aller le couvrir avec notre téléphone portable, parce que la qualité faible, le bouger, etc., va rendre la photo plus authentique. Et ça, si vous voulez, c'est un chemin de presque d'un siècle, et qui fait que ces jeunes sont très sensibles à ça, à ces histoires qu'on leur raconte, et à cette conscience du monde qu'on peut avoir par l'image. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Alain Carlan tout de suite. J'aurai une question à vous poser si on a encore 2 minutes tout à l'heure, mais je vais d'abord passer la parole à Alain Carlan, qui aura sûrement des choses à dire à partir de ce que vous venez de nous donner. Alors, Alain Carlan, vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite à l'Université Lumière, Lyon 2, et vous avez exercé les fonctions de directeur de l'Institut des sciences et des pratiques d'éducation et de formation. Responsable au sein du laboratoire éducation culture politique de l'axe politique de l'art et de la culture en éducation, vous avez consacré l'essentiel de vos recherches aux pratiques artistiques et culturelles, aux rencontres et aux intersections de l'art et de l'école. Et d'une manière plus générale, vous travaillez sur la dimension esthétique en éducation. Dans l'ouvrage qu'on a déposé dans les cartables, enfin dans les pochettes de chacun des participants ici, il y a un entretien avec vous dans lequel vous évoquez le fait que vous avez toujours eu un goût et un attrait particulier pour l'art et pour l'esthétique, et surtout et en particulier sur la question de l'image. Vous avez d'ailleurs publié en 2008 un ouvrage intitulé « La photographie comme lien social ». Alors, voudriez-vous nous dire ce que vous avez à nous dire à propos de l'image et peut-être repartir du titre qui avait été donné à cette table ronde, l'image, miroir, fenêtre ou écran. Je sais que vous avez une proposition à faire. Merci Sabine, bonjour. Mais si vous permettez Sabine, je voudrais d'abord vous remercier de votre travail. On a vu des choses formidables et je pense que ce que vous faites non seulement est bien, mais est absolument nécessaire aujourd'hui. C'est une nécessité pas simplement éducative, mais politique. Et la question que vous me posiez le montre bien, enfin, que vous nous posiez. Alors, quand j'ai lu cet intitulé, rappelons-le, peut-être pour ceux qui l'auraient oublié, parce qu'on va repasser le baccalauréat, hein, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Donc, l'image, est-elle une fenêtre sur le monde
ou bien au contraire un écran. Dans notre tradition académique, on ferait une première partie pour montrer que elle est une ouverture, une deuxième partie où on montrait qu'elle est un écran, et puis on essaierait une synthèse. Mais malheureusement, je crois que nous sommes aujourd'hui dans un monde où une certaine forme d'image profondément dominante, inscrite dans toutes les situations que nous vivons, nous submerge, et que nous avons peut-être nécessité d'y réfléchir. Prenez simplement ce lieu, ça m'a beaucoup frappé. Nous sommes sur un plateau de télévision. Pourquoi? Où sont les télévisions? Pourquoi est-ce la modalité audiovisuelle qui aujourd'hui impose ses formes au discours politique et social? Je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur ces choses-là. Alors, ce qui complique peut-être l'affaire, c'est qu'en même temps, nous sommes d'une culture et d'une tradition, et certains d'entre vous s'en souviendront certainement, profondément marquée par une forme d'iconoclasme. Rappelez-vous, Platon chasse les faiseurs d'images de la cité. S'il y a quelqu'un qui est interdit d'éducation, c'est bien l'artiste, hein, dans cette tradition-là. Alors, en réfléchissant à cette question, je me suis dit, mais au fond, si nous voulons essayer de comprendre ce que c'est que l'image, puisque c'est au fond cette question-là qui nous est posée, mais c'est la question que se posent les artistes et les faiseurs d'images depuis la nuit des temps, et peut-être que c'est du côté des artistes qu'il faudrait donc s'interroger. Et si c'est possible, j'aimerais qu'on voie une première image, une première photographie, voilà, pendant qu'elle apparaît, donc je vous en dis deux mots. Ma culture plastique personnelle, disons, hein, je ne parle pas de ce qui est hérité et reçu, donc, mais ça vient. Bon, écoutez, on va faire comme sur France Inter. Ce qui est formidable à la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc, ah, voilà. Alors, vous reconnaissez peut-être le travail d'un artiste qui s'appelle Gérard Fromanger. C'est un travail qui date des années 70, je crois que c'est 76 exactement. Ça s'appelle Bouge, cette série. Et vous voyez des silhouettes totalement anonymes qui vont vers la source d'information qui, il y a une quarantaine d'années, n'était qu'un kiosque. Aujourd'hui, c'est un écran de télévision à flux continu. Et vous voyez comment, déjà dans les années 60-70, un peintre s'interrogeait sur le destin de l'image et sur le rôle de l'image aujourd'hui. Je disais, vous avez sous les yeux un kiosque. Aujourd'hui, nous avons un flux télévisuel. Et j'en ai eu une expérience troublante il n'y a pas très longtemps, ça doit faire à peu près une semaine d'ailleurs, puisque j'étais à Montpellier jeudi dernier. Je devais remonter, prendre le train vendredi matin pour Lyon, et on annonçait une immense tempête, enfin un cataclysme, hein, qui allait se déverser sur toute cette région. Alors, rentrer à l'hôtel, j'essaie de voir s'il y aura un autre train, enfin, c'était un peu la panique, est-ce que je vais seulement pouvoir rentrer chez moi? Et puis, j'ouvre une de ces télévisions d'information continue, inutile de dire son nom, et il y avait là une image qui passait en boucle, d'un flot considérable qui recouvrait, alors on ne savait pas trop quoi, puis il n'y avait que cette image-là. Et puis, quand on lisait un peu en dessous ce qui était dit, c'était l'image faite par un téléspectateur, parce que régulièrement passé en boucle. Si vous avez des photographies, envoyez-les-nous, on les diffusera. Et en d'autres termes, j'étais convaincu que l'apocalypse n'était pas loin, parce qu'une photo d'amateur passait en boucle et recouvrait constamment le réel. Voilà. La deuxième photographie, si c'est possible, est du même artiste, Gérard Fromanger. Et alors, elle est une illustration de ce que vous disiez tout à l'heure. Les photographies qui recouvrent le monde et qui nous empêchent de le voir. Regardez ces photographes qui ne cessent de photographier le sol, et un sol devenu totalement opaque. Je pense que politiquement, éducativement, il est extrêmement important que nous prenions conscience de cette puissance de l'image. Il y a aujourd'hui une image qui ne s'adresse à nous qu'en tant que homo economicus, en tant que consommateur, dont l'emprise est absolument considérable et qui, c'est le moins que l'on puisse dire, fait écran. Non pas fenêtre,
mais écran sur ce que nous sommes, écran sur nous-mêmes. Alors, au risque de passer pour un invité, comment dire, mal luné et mécontemporain, pas simplement contemporain, je dirais, il y a, oui, aujourd'hui une forme dominante d'image, et comme on m'a invité hier à être un peu intempestif et ne pas hésiter à être incisif, je dirais, pour faire un petit jeu de mots, oui, écran total. L'écran total existe. L'image peut faire un formidable écran sur le monde. Bien. Alors comment, parce que c'est ça la vraie question, comment, face à ce déferlement-là, enfin nous en sortir, hein, nous qui pensons que l'art, justement, est, comme quelqu'un l'a rappelé hier matin en citant Schiller, l'une des voies de la liberté, hein, si la beauté est un chemin vers la liberté, eh bien, nous avons à récupérer ce qui nous échappe, ce qui est constamment détourné, retourné contre nous. Et ce que je propose, c'est peut-être d'opposer, c'est exactement ce que vous faites, hein, d'opposer à cette image-là ce que j'appellerais l'image d'art. Je ferai vraiment une distinction nette, marquée, importante entre l'image qui nous recouvre et celle qui nous découvre. Et quand je parle d'image d'art, je ne la réduis pas simplement à l'image de type visuel et photographique. Il y a une image d'art plastique en sculpture, il y en a également en chorégraphie, je crois qu'il y a également une certaine forme d'image qui est propre à la littérature. Hans Beltun, qui est un très très grand historien de l'art et qui a une approche anthropologique donc, de l'image, fait cette remarque que je trouve extrêmement profonde. Il dit « La fabrication des images accompagne l'humanité depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui et fait preuve d'une persistance qui n'a pour égal que l'interrogation sur soi-même. » On pourrait dire, au fond, l'humanité à la fois s'interroge sur elle-même et fabrique des images. Et peut-être qu'il faut retrouver le lien entre ces deux données-là. Alors, cette image d'art, c'est cette chose très étrange qui fait que, au fond, d'une certaine façon, ce n'est qu'une représentation du réel, mais d'une certaine façon qui est peut-être plus réelle que le réel lui-même. Combien d'entre nous avons redécouvert le monde, et peut-être nous-mêmes, et nos propres vies, à travers un film, une photographie, un roman? Je crois qu'il est important de s'interroger sur cette sorte de petit miracle de l'image qui, comme le dit le philosophe Hans-Georg Gadamer, est un gain d'être. Une image d'art vous fait mieux et plus vivre, ou plutôt vous aide à revenir à votre propre vie en reprenant toute l'intensité. Au fond, l'image d'art nous redonne l'excédent de vie dont elle procède. Voilà. Alors, peut-être sur l'image suivante, si j'ai encore un petit peu de temps, donc rapidement. Image d'art, là vous voyez, donc vous venez d'entrer dans le couvent de San Marco, donc à Florence, hein, qui, vous savez, donc comporte pratiquement 90 cellules, toutes peintes à fresque par Fra Angelico. Voilà, bon. Et ça, c'est une apparition donc, que Hans-Didier Huberman, donc, philosophe et historien de l'art, commente en ouverture d'un livre qui s'appelle « Devant l'image ». Et il dit la chose suivante. Il dit « Quand vous entrez dans l'une de ces cellules, qu'est-ce qui vous arrive ? Ce qui vous arrive, c'est un poudroiement de lumière. C'est quelque chose de sensible. Évidemment, la photographie ne vous le donne pas. Hein. Elle vous donne uniquement ce que Huberman appelle du visible, du lisible, mais pas du visuel. Hein. Pour lui, le visuel, c'est une autre dimension de l'image d'art, et c'est à cela qu'il faut travailler sur le plan éducatif. J'en dirai un petit mot pour terminer. Ce que dit Didier Huberman de la peinture, je crois, est vrai de toute forme d'art. Si, par exemple, je reviens au cas de la danse et de la chorégraphie,
Oui, le terme de visuel ne conviendra pas, mais chaque forme d'art a comme cela un degré de sensible qui lui est propre et qui est l'équivalent du visuel sur le plan pictural. Et Dominique Hervieux en parlait très bien hier, elle appelait ça l'incarnation. Et je pense que tous ceux d'entre vous qui ont été touchés à un moment ou à un autre par une chorégraphie savent très bien que ça s'est inscrit dans leur corps. Votre corps, il est autant sur la scène que là où vous êtes. Alors, c'est ce qu'on peut appeler l'expérience esthétique. L'expérience esthétique, pour moi, c'est précisément ce moment où chacun d'entre nous accède à cette dimension la plus profonde et en même temps la plus simple de l'image d'art. Alors, l'expérience esthétique, je vais peut-être vous étonner de ce point de vue, mais c'est la chose du monde la mieux partagée, au moins potentiellement. Et si l'éducation veut sortir de ce que j'ai entendu hier, parce que là, pour le coup, on ne m'a pas demandé si j'étais énervé, mais il m'est arrivé d'avoir quelquefois au moins un certain malaise et un certain mal-être. Voilà. Hier, trop souvent, à mon goût, j'ai entendu cette idée, voilà, au fond, nous sommes la culture, je me mets dedans, vous, nous sommes la culture, et en face, il y a un peuple qui est éloigné, qui est empêché, qui est handicapé, qui est différent, qui est divers, et nous avons, nous, à faire l'effort d'aller vers lui. Et je trouve ça extrêmement condescendant. Je crois que c'est une manière de voir les choses qui fait qu'on ne pourra jamais franchir ce fossé, puisque c'est nous qui le creusons. Je tiens à le dire de cette façon. Par contre, si nous prenons conscience que l'expérience esthétique, elle est bien là, dans ces gens que nous trouvons si différents et pour lesquels nous voulons apporter notre culture. Ils ont de véritables expériences esthétiques, peut-être pas les nôtres, mais c'est là-dessus qu'il faut prendre appui. Je vous invite à lire ou à relire un ouvrage du philosophe américain John Dewey, Art as Experience, l'art comme expérience, qui a été traduit il n'y a pas très très longtemps. Et vous y verrez des choses tout à fait étonnantes. Dewey vous dit la chose suivante. Si vous voulez comprendre ce que c'est que l'expérience esthétique, eh bien, c'est dans l'expérience la plus ordinaire qu'il faut en chercher à la fois une forme d'accomplissement et l'origine. Et au risque de vous surprendre, Dewey, qui était par ailleurs un collectionneur d'art, je dois préciser que Dewey n'est pas du tout quelqu'un qui rejetait l'art, loin de là. John Dewey dit: au fond, l'expérience esthétique, elle est déjà présente chez cette femme qui s'occupe avec soin de son jardin. Elle est déjà présente dans ce qu'il appelle la grâce alerte du joueur de football. Elle est même présente chez ce type qui vous casse les pieds tous les matins à tondre son gazon, qui a une attention poussée à son environnement. Bref, la relation esthétique au monde, c'est un peu comme le bon sens selon Descartes, c'est ce qu'il y a de mieux partagé, mais encore faut-il qu'on la mette véritablement en partage et qu'on ne construise pas des remparts culturels qui l'éloignent là où on croit l'approcher. Merci Alain. Je vous ai délibérément l'un et l'autre laissé parler longuement parce qu'il me semble que vous aviez à dire des choses fortes, essentielles. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour un questionnement, mais je voulais simplement vous dire, pour être passé au bal, que j'ai été particulièrement impressionnée, et ça va peut-être faire un peu lien, par le fait qu'en effet, dans les expériences que vous proposez aux jeunes avec lesquels vous travaillez, d'une part, je reviens sur ce que vous en avez dit, ce n'est pas une chose en plus à côté du travail que vous faites par ailleurs, c'est un des pôles essentiels de votre travail, et par ailleurs, vous les mettez en contact avec des artistes ou des professionnels, si on pense aux architectes, aux graphistes, etc., de grande qualité. Il me semble qu'il y a là aussi quelque chose de fondamental dans la manière qu'on a de penser l'organisation de projets
dits artistiques ou culturels avec les jeunes, c'est de les mettre effectivement, de leur donner l'occasion d'une rencontre avec soit des professionnels, soit des artistes de grandes compétences. La question n'est pas celle de leur starification, de leur célébrité. La question est de l'exigence avec laquelle ils parcourent leur propre projet professionnel et de mettre ça à la disposition des jeunes qui évidemment se mettent à la hauteur de cela, parce que j'ai été aussi extrêmement impressionnée par la qualité artistique des productions de la Fabrique du Regard. Oui, parce que ça, Christine en parlerait mieux que moi, mais Christine Vidal qui a créé la Fabrique du Regard au Bal, mais si vous voulez, il y a un parti pris qui a été le parti pris du raccourci. C'est-à-dire qu'on n'est pas les sachants et les non-sachants, et donc du coup, on est là pour réfléchir ensemble et avoir une expérience sensible et critique du monde, et du coup, on va pas aller leur apprendre ce qu'ils ne savent pas, ça n'a aucun sens. Et donc, on va procéder par raccourci. Et donc, le raccourci, ça veut dire on va leur montrer des choses difficiles. Et donc, c'est un débat qu'on a eu souvent avec les enseignants qui, au départ de la Fabrique du Regard, disaient « Mais vous croyez qu'on peut leur montrer, je sais pas moi, tel film, telle vidéo des années 70, tel film muet, telle expérience expérimentale vous pensez que c'est... Mais non, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les notions, etc. Mais si vous voulez, si vous donnez le meilleur à quelqu'un, il va s'en emparer à sa façon et il va dire quelque chose qui, justement, je l'ai bien expliqué tout à l'heure, totalement déroutant pour celui qui le propose, c'est-à-dire nous, l'enseignant, l'artiste, etc. Et c'est ça, c'est de cette impondérable-là que naît, si vous voulez, l'échange. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que les artistes aiment travailler à la Fabrique du Regard, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que c'est donnant-donnant. Et les professionnels de la même façon. Pour revenir juste sur une chose, je pense que vous avez raison, il y a ce contact avec l'œuvre qui est essentiel et quasiment irremplaçable, mais il y a aussi, si vous voulez, dans notre cas du bal, quelque chose qui est plus de l'ordre de démonter des mécanismes. Je me souviens qu'une des séances les plus frappantes de la Fabrique du Regard, ça a été quand on a emmené des jeunes chez Reuters, donc l'agence filaire, et que le patron de l'information visuelle chez Reuters, donc vous imaginez, c'est une salle avec 10 000 ordinateurs, et ils reçoivent tous les fractions de seconde des images du Pakistan, de la Syrie, des tempêtes, de tout ce qu'on veut, et il leur a expliqué très concrètement comment ce monsieur vérifiait que les images qu'il recevait du Pakistan, de l'Irak, de la Syrie, de la Libye n'étaient pas bidonnées. C'est très difficile, si vous voulez, de savoir si un fichier, le nuage a été enlevé, une arme a été rajoutée, un enfant a été supprimé, un personnage au second plan a disparu, etc. C'est extraordinairement difficile. Les jeunes étaient absolument médusés. Médusés parce que c'est quelque chose qu'ils comprennent totalement. Eux recadrent, font disparaître des personnages. Vous voyez, c'est une pratique, c'est comme si on leur disait qu'ils respiraient. C'est à peu près la même chose. Ils sont tous producteurs d'images, recadreurs d'images, manipulateurs d'images. Ils ont tous une expérience sensible de l'image puisqu'ils la produisent, ils se l'échangent. Donc, si vous voulez, c'était fascinant pour eux de voir comment une autorité comme Reuters, qui va après avoir la responsabilité de diffuser ces images validées dans le monde entier, voilà, quels étaient les garde-fous. Donc, il y a au bal constamment cet aller-retour entre, si vous voulez, Jeff Wall et Reuters. C'est très important parce qu'il faut montrer que l'image obéit à des codes. Et nous, on a un petit peu, si vous voulez, pour reprendre cette terrible expression du patron de TF1, Lelay, occuper un temps de cerveau disponible. Nous essayons de contre-occuper ce temps de cerveau disponible des jeunes et d'essayer, dans peu de temps, d'essayer de leur dire mais résistez à l'image, ou laissez-vous aller à l'image, ou résistez à l'image. Mais en tout cas, soyez actifs et devenez une plaque sensible et critique. Ça, c'est très, très important. Un mot pour conclure, Alain, rapidement. Je ne sais pas, peut-être un élément qui reprend votre propos. Vous avez bien dit là à l'instant que ce type de travail de l'artiste avec des enfants est aussi quelque chose qui nourrit les artistes. Ne serait-ce que parce que la surprise de quelqu'un qui n'a pas les codes et la capacité donc du même coup à créer,
une espèce de, comment dire, d'éclair, un raccourci de cet ordre. Ça, je crois que c'est une chose qu'on ne dit pas assez. Hein, s'il y a des artistes qui vont, je trouve que j'en fréquente beaucoup, qui vont aujourd'hui travailler avec des enfants, des élèves, des ados, des malades dans les hôpitaux, des personnes en prison ou des choses de cet ordre, ils y vont en tant qu'artistes. Ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Dominique Hervieux nous disait hier qu'elle mettait en place, donc, dans le 8e arrondissement, qui est un arrondissement d'une grande diversité, un travail chorégraphique dans lequel la diversité des corps sera représentée. Et elle l'a présenté parce que c'était la question qui lui était posée sous l'angle d'une action politique. Mais chacun d'entre nous connaissons bien Dominique Hervieux, et si elle avait eu la possibilité de l'aurait dit, c'est aussi un choix esthétique. Hein, sa propre esthétique est nourrie de cette affaire-là, et je crois important de garder les choses dans cette unité-là. Hein. Donc, le nombre de fois où j'ai pu voir, par exemple, je connais mieux les plasticiens, mais dans des toutes petites classes, par exemple dans le centre Art, Enfance et Engage de Lyon, qui fait un travail absolument formidable, vous avez des artistes en résidence à mi-temps, ça fait 10 ans, 15 ans bientôt que ça dure, dans des écoles maternelles. Et ben, vous voyez de temps en temps un plasticien qui regarde travailler des enfants de 4 ans, et ça l'intéresse, lui, en tant qu'artiste. C'est-à-dire qu'il va s'accroupir, tout simplement, parce que la proposition plastique qui est faite là l'interpelle, lui, et je pense que pour les photographes, ça doit se produire aussi, ces choses-là. Oui, mais... Allô ? Donc nous avons pris le parti pris délibéré que les ateliers soient souvent, pas tout le temps, mais souvent menés directement par ces artistes, photographes, cinéastes, vidéastes, graphistes, architectes, etc. Donc si vous voulez, ce que vous dites est quelque chose qui s'impose d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, c'est pas les sachants et les non-sachants, et c'est pas l'artiste auréolé de tout son statut d'artiste qui déboule dans un... C'est un processus. Et donc, évidemment, ce processus s'inscrit dans je veux changer ta vision, tu vas changer la mienne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, on forme à peu près... C'est ça qui est amusant ou intéressant au bal, c'est qu'on n'avait peut-être pas imaginé ça avec Christine, mais de facto, on forme aussi, depuis 7 ans, 50 artistes qui représentent donc d'une jeune génération, on forme une jeune génération d'artistes à la médiation, ou à en tout cas être à l'écoute de sensibilités différentes, voilà, qui vont nourrir leur travail. Donc c'est quelque chose de très important finalement, de faire en sorte que les artistes soient dans la cité. Eh bien, il me semble que tout cela était très important. Je voudrais simplement, pour conclure, faire remarquer qu'en effet, en consultant le site du bal, j'ai vu la liste extrêmement impressionnante des institutions publiques et privées qui font que vous existez. Et je trouve assez insensé qu'il faille autant d'énergie et d'efforts et d'obstination pour faire vivre une institution qui, par ailleurs, paraît totalement indispensable. Et il faudrait un peu plus de balles, peut-être, en France et en Europe. Voilà, on va conclure là-dessus parce que j'ai déjà un tout petit peu débordé. Je vois que vous auriez ajouté volontiers quelque chose, mais on ne va pas empiéter sur la table ronde suivante. Je vous remercie infiniment pour votre contribution.